was an illegal propane tank, and it was just a normal call for them. And when they got there, the gas built up and it ignited. Le 27 décembre 1983, à 20h27, le ciel au-dessus de Buffalo a été illuminé par un flash d'une puissance incroyable. Une boule de feu s'est élevée au-dessus de la ville, visible à une distance de 24 km. En un clin d'œil, un immeuble de 4 étages a été réduit à néant, devenant l'épicentre d'une destruction qui a ravagé plusieurs quartiers. Ce soir-là, la ville a perdu 5 pompiers. Ils avaient répondu à un appel habituel signalant une odeur de gaz, mais se sont retrouvés pris au piège lorsque l'entrepôt de la société Chimera Radiator a explosé. Cette tragédie est devenue l'un des accidents les plus meurtriers de l'histoire des pompiers de Buffalo. L'explosion a coûté la vie à 7 personnes et blessé plus de 150 autres. L'onde de choc a détruit 14 bâtiments, endommagé plus de 80 maisons et brisé les vitres dans un rayon d'1 kilomètre. Les conséquences de cette nuit de décembre se font encore sentir dans la ville aujourd'hui. Comment un simple entrepôt de radiateurs s'est-il transformé en bombe? Pourquoi des pompiers expérimentés n'ont-ils pas reconnu le danger mortel? Qui est responsable de cette tragédie qui a coûté des millions de dollars à la ville? Et plus important encore, la vie de 7 personnes. Pour comprendre comment cette catastrophe s'est produite, il faut revenir à une soirée d'hiver 1983, lorsque tout a commencé par une erreur fatale. Buffalo en 1983 est une ville industrielle située au bord du lac Erie qui traverse une période difficile. Après des décennies de prospérité liée à l'industrie sidérurgique, la ville entre progressivement dans une période de récession économique. Le mois de décembre, à Buffalo, est généralement rude, avec de la neige, du vent et des températures négatives. Par un tel temps, les habitants cherchaient à rentrer rapidement dans leurs maisons chaudes et les rues se vidaient à la tombée de la nuit. Mais la vie continuait. Dans les quartiers industriels, le travail ne s'arrêtait pas même le soir. À l'angle des rues North Division et Grove Nord, à environ 1,5 km à l'est du lac Erie, se trouvait l'entrepôt de 4 étages de la société Chimera Radiator. C'était un bâtiment typique de son époque, avec des murs en briques et de solides poutres en bois à l'intérieur, d'une superficie d'environ 1500 mètres carrés par étage. Le bâtiment ne retenait pas particulièrement l'attention car il était l'un des nombreux bâtiments similaires dans les quartiers industriels de la ville. Le quartier était caractérisé par un mélange de constructions. À côté de l'entrepôt se trouvaient des maisons d'habitation, une ancienne église gothique et un complexe résidentiel de 10 étages. Cette cohabitation entre zones résidentielles et industrielles était courante à Buffalo. Mais dans le cas de la Chimera Radiator Company, elle a joué un rôle tragique. L'entreprise était spécialisée dans la réparation de radiateurs automobiles, une activité courante que personne ne considérait comme dangereuse. Pour déplacer les marchandises à l'intérieur de l'entrepôt, on utilisait des chariots élévateurs à fourche fonctionnant au propane. Ce gaz était un combustible idéal pour les équipements utilisés dans des espaces clos, car il dégageait moins de substances nocives que l'essence lors de sa combustion. Cependant, le propane est extrêmement dangereux. C'est un gaz combustible plus lourd que l'air qui, en cas de fuite, se répand sur le sol et envahit les parties basses des locaux. À l'état naturel, le propane est inodore, c'est pourquoi on y ajoute des odorisants à l'odeur caractéristique d'œufs pourris afin de détecter les fuites. Mais la propriété la plus importante du propane est son haut pouvoir explosif dans les espaces clos. Les règles municipales de Buffalo limitaient strictement la quantité de propane autorisée à être stockée à l'intérieur des bâtiments. Les propriétaires de Chimera Radiator, George Wilson et Gerald Malakowski, affirmaient que leurs chariots élévateurs étaient ravitaillés à l'extérieur du bâtiment et qu'il n'y avait pas de réserve de gaz à l'intérieur. Mais en réalité, un réservoir illégal de 500 gallons de propane, dépassant largement la quantité autorisée, était stocké dans l'entrepôt. Les propriétaires ne disposaient pas des autorisations nécessaires pour stocker une telle quantité de substances dangereuses. Ce réservoir illégal, caché aux yeux des inspecteurs, attendait tranquillement son heure jusqu'à ce que, dans la soirée du 27 décembre 1983, une simple erreur de manipulation le transforme en bombe à retardement. La soirée du 27 décembre était une soirée hivernale ordinaire à Buffalo. La plupart des employés étaient déjà rentrés chez eux, mais 3 ouvriers étaient encore à l'entrepôt de la Chimera Radiator Company. 2 d'entre eux installaient des plaques de plâtre pour le nouveau bureau au rez-de-chaussée, tandis que le 3e travaillait au 3e étage, déplaçant des marchandises à l'aide d'un chariot élévateur. Vers 20h15, un événement déclencha une série d'événements tragiques. L'ouvrier du 3e étage tentait de déplacer un réservoir de propane de 500 gallons à l'aide d'un chariot élévateur à fourche. Au cours de cette opération, le réservoir glissa de la fourche et s'écrasa sur le sol dans un bruit assourdissant. La chute a endommagé la valve et le propane a commencé à s'échapper rapidement.
L'air s'est instantanément rempli d'une odeur caractéristique de désodorisant, rappelant celle des œufs pourris. Conscient du danger, l'employé est immédiatement descendu au rez-de-chaussée en ascenseur. Il a rencontré 2 autres employés et leur a expliqué la situation dans un état de panique. Tous 3 ont compris qu'ils n'avaient que quelques minutes pour quitter le bâtiment. Sans perdre de temps, les ouvriers ont évacué l'entrepôt. Ils sont montés dans une voiture, se sont éloignés à une distance de sécurité et ont appelé les secours. Il était environ 20h20. Ils ont signalé au dispatcher une forte fuite de gaz dans l'entrepôt de radiateurs. Pendant que les ouvriers appelaient les services d'urgence, le propane continuait de se répandre dans les locaux de l'entrepôt. Plus lourd que l'air, le gaz se répandait sur le sol et descendait dans les escaliers, envahissant progressivement les 4 étages du bâtiment. Une menace mortelle invisible grandissait à chaque minute qui passait. Quelques minutes après l'appel, vers 20h23, la première équipe de pompiers, Engine 32, est arrivée sur les lieux. Après avoir inspecté l'extérieur du bâtiment, les pompiers n'ont constaté aucun signe évident de danger. Il n'y avait ni fumée ni flamme visible, seulement une odeur de gaz. Peu après, des renforts sont arrivés, échelle 5 et moteur 1. Le 3e bataillon des pompiers était dirigé par le commandant Harvey Sapp. C'est lui qui a pris les choses en main et a commencé à coordonner les actions des pompiers. Conformément aux procédures standards en cas de fuite de gaz, Sapp a ordonné une inspection systématique de chaque étage du bâtiment afin de localiser la source de la fuite. Il fallait trouver l'endroit exact d'où s'échappait le gaz afin de le couper et d'éviter un éventuel incendie. Les pompiers, inconscients de l'ampleur du danger, sont entrés dans le bâtiment. Dehors, dans l'air glacial de cette soirée de décembre, personne ne pouvait imaginer qu'une quantité mortelle de propane, suffisante pour provoquer une explosion dévastatrice, s'était déjà accumulée à l'intérieur de l'entrepôt. L'horloge indiquait 20h26. 37 secondes après l'ordre de Supa, un événement allait changer à jamais la vie de centaines de personnes à Buffalo. À partir du moment où les pompiers sont entrés dans le bâtiment, une horloge invisible a commencé à tourner. Suivant les ordres du commandant de bataillon Harvey Sapra, les équipes se sont réparties pour inspecter chaque étage. Elles avançaient méthodiquement et prudemment, suivant des protocoles éprouvés depuis des années. Aucun d'entre eux ne se rendait compte qu'une concentration critique de propane s'était déjà formée à l'intérieur de l'entrepôt. Les pompiers de l'Engine 32 ont commencé leur inspection au rez-de-chaussée où l'odeur de gaz était déjà assez forte. L'équipe Ladder 5 s'est dirigée vers le premier étage, tandis que l'Engine 1 se préparait à inspecter les étages supérieurs. Tous étaient des professionnels expérimentés. Michael Austin, 39 ans, Michael Catanzaro, 37 ans, Matthew Kolpoy, 47 ans, James Lickfeld, 43 ans, et Anthony Vashkilevich, 37 ans. Ces noms n'étaient pas encore devenus les symboles de la tragédie. Pour l'instant, ils n'étaient que des pompiers faisant leur travail quotidien. À l'extérieur du bâtiment, dans l'air glacial, des camions de pompiers étaient de prêts à intervenir, moteurs en marche, prêts à faire face à toute éventualité. Les habitants du quartier ont commencé à regarder par les fenêtres, attirés par les gyrophares rouges. Parmi eux se trouvait Jesse Arnold, 69 ans, et son fils Alfred, 34 ans, dont la maison était située à proximité de l'entrepôt. À l'intérieur du bâtiment, la situation devenait de plus en plus dangereuse. Le propane, plus lourd que l'air, s'accumulait dans les parties basses des locaux, atteignant une concentration explosive. La moindre étincelle pouvait provoquer une catastrophe. Cette étincelle pouvait provenir de n'importe quoi. L'allumage ou l'extinction de la lumière, l'électricité statique due au frottement des vêtements, les communications radio entre les pompiers, un outil métallique touchant le sol en béton. Selon les souvenirs de Frank Borodzik, un pompier qui se trouvait à l'extérieur, rien ne laissait présager la tragédie. Tout semblait être une intervention normale liée à une fuite de gaz. Nous avons suivi le protocole et, à ce moment-là, je ne ressentais aucun danger particulier. Gary McAndrews, un pompier de 33 ans qui se trouvait le plus près de l'entrée, se souvient. L'odeur de gaz était forte, mais nous avions déjà été confrontés à ce genre de situation. Personne n'a paniqué. Ce sont ses derniers souvenirs avant l'explosion. À 20h26, le commandant du bataillon SAP a reçu le premier rapport de l'équipe qui inspectait le rez-de-chaussée. Ils ont signalé une forte odeur de gaz mais n'avaient pas encore trouvé la source de la fuite. SAP a donné l'ordre de poursuivre les recherches en accordant une attention particulière aux étages supérieurs. À ce moment-là, l'odeur de gaz s'était déjà propagée dans la rue où se trouvaient d'autres pompiers et où des badauds commençaient à se rassembler. Certains pompiers expérimentés ont commencé à s'inquiéter. L'odeur était trop forte et pouvait indiquer une fuite importante et non un petit problème comme on le pensait initialement. À chaque seconde, la concentration de propane à l'intérieur du bâtiment augmentait. Le gaz s'infiltrait dans toutes les fissures, remplissant l'espace entre les murs, sous les planchers et au-dessus des plafonds.
Le vieux bâtiment à ossature bois était devenu une énorme bombe, prête à exploser à la moindre étincelle. À 20h27, les pompiers au 2e étage ont signalé par radio qu'ils s'approchèrent de l'escalier menant au 3e étage, d'où provenait, selon eux, l'odeur de gaz la plus forte. Exactement 37 secondes s'étaient écoulées depuis que Sapel avait donné l'ordre de poursuivre les recherches. Une seule étincelle, un seul contact électrique, et le mélange invisible de propane et d'air a explosé. À 20h27 37 secondes, l'entrepôt de la Chimera Radiator Company a explosé. La concentration de propane avait atteint un niveau critique et une source d'inflammation inconnue, peut-être une étincelle électrique ou de l'électricité statique, a déclenché une réaction catastrophique. Une boule de feu s'est élevée dans le ciel nocturne, illuminant momentanément l'ouest de Buffalo d'une lumière plus vive que celle du jour. L'onde de choc a immédiatement détruit le bâtiment de 4 étages, transformant les murs de briques et les poutres en bois en éclats mortels. La puissance de l'explosion fut telle qu'elle fut ressentie par les habitants dans un rayon de 24 km autour de l'épicentre. Frank Borodzik, qui se trouvait à l'extérieur, se souvient « Tout ce que j'ai vu, c'est une énorme boule de feu. En 25 ans de carrière chez les pompiers, je n'avais jamais rien vu de tel. Il a été projeté à plusieurs mètres par le souffle, mais il a survécu, ne subissant que des blessures légères. Le camion de pompiers Ladder 5 a été projeté à 10 mètres de son emplacement initial. Le camion Engine 32 a été complètement enseveli sous les décombres du bâtiment. Le camion Engine 1 a été projeté de l'autre côté de la rue et a subi de graves dommages. Les 5 pompiers qui se trouvaient à l'intérieur du bâtiment sont morts sur le coup. Michael Austin, 39 ans, Michael Catanzaro, 37 ans, Matthew Kolpois, 47 ans, James Lickfeld, 43 ans et Anthony Vaskilevich, 37 ans. Leurs corps ont été retrouvés sous les décombres dans les heures qui ont suivi. Les dégâts se sont étendus bien au-delà de l'entrepôt. Dans une maison voisine, Jesse Arnold, 69 ans, et son fils Alfred, 34 ans, ont été victimes de la catastrophe. L'explosion a complètement détruit 14 bâtiments dans les environs et gravement endommagé plus de 80 maisons. Une église gothique située à proximité a perdu son toit. Les fenêtres dans un rayon de 800 mètres ont été brisées par le souffle de l'explosion. Les débris enflammés, projetés dans un rayon de plusieurs centaines de mètres, ont provoqué de nombreux incendies secondaires. L'air glacial s'est rempli de fumée, de poussière provenant des bâtiments détruits et des cris des blessés. Gary McAndrews, un pompier de 33 ans qui se trouvait le plus près de l'entrée du bâtiment, a survécu mais a été grièvement blessé. La force de l'explosion l'a littéralement arraché de ses bottes et lui a cassé la jambe. Son corps était couvert d'éclats et ses blessures étaient si graves qu'il est tombé dans le coma jusqu'au 31 décembre, jour où ses camarades décédés ont été enterrés. Dans les premières minutes qui ont suivi l'explosion, le chaos régnait sur les lieux de la tragédie. Les pompiers survivants, dont beaucoup étaient eux-mêmes blessés, ont tenté de porter les premiers secours aux habitants blessés. Certaines personnes en état de choc erraient parmi les décombres, assommées par l'explosion, blessées par des éclats de verre et des débris. À 20h30, tout le monde a compris qu'il s'agissait d'une catastrophe d'une ampleur sans précédent à Buffalo. En un instant, un simple entrepôt de radiateurs s'est transformé en zone de combat. Buffalo a perdu 5 pompiers expérimentés. 2 familles ont perdu des proches. Des centaines de personnes se sont retrouvées sans abri dans la nuit glaciale de décembre. Le point de non-retour était dépassé. Ce qui avait commencé comme un appel de routine pour une odeur de gaz est devenu la page la plus noire de l'histoire des pompiers de Buffalo. Dans les minutes qui ont suivi l'explosion, des équipes supplémentaires de pompiers, de policiers et d'ambulanciers ont commencé à arriver sur les lieux de la catastrophe. Dans le ciel, au-dessus de la ville, une colonne de fumée s'élevait, éclairée par les flammes de nombreux incendies. La température était tombée en dessous de zéro, ce qui compliquait encore la tâche des sauveteurs, car l'eau utilisée pour éteindre les incendies se transformait rapidement en glace. Le maire de Buffalo, James Griffin, et le commissaire des pompiers, Fred Langdon, sont arrivés sur place peu après l'explosion. Langdon, voyant l'ampleur des dégâts et apprenant la mort des pompiers, était, selon les témoins, brisé et vaincu. Pour les pompiers de Buffalo, ce fut le jour le plus terrible de leur histoire. Une zone de 3 km² autour du lieu de l'explosion a été déclarée zone sinistrée. Les autorités ont organisé l'évacuation des habitants de la zone dangereuse. La Croix-Rouge a mis en place des centres d'hébergement provisoires où les victimes ont reçu un abri, de la nourriture, de l'eau et des soins médicaux. Les ambulances ont fait des allers-retours incessants entre le lieu de la catastrophe et les 5 hôpitaux de la ville pour transporter les blessés. Au total, plus de 150 personnes ont été touchées par l'explosion, dont 11 pompiers blessés directement lors de l'explosion et 19 autres pompiers blessés lors des opérations de sauvetage en raison des conditions météorologiques.
Les blessures allaient de légères coupures et contusions à des brûlures graves et des fractures. Le lendemain, le 28 décembre, le gouverneur de l'État de New York, Mario Cuomo, s'est rendu sur les lieux de la tragédie. Il a annoncé le déploiement de la garde nationale pour aider à déblayer les décombres et rechercher d'éventuels survivants. En rendant visite aux blessés à l'hôpital, M. Cuomo a déclaré « Que dire aux familles ? C'est bouleversant. Car personne ne comprend pourquoi des innocents souffrent. » Le commissaire des pompiers Fred Langdon a annoncé lors d'une conférence de presse que l'explosion avait été causée par un réservoir de propane illégal de 500 gallons dans l'entrepôt de la Chimera Radiator Company. Selon lui, les ouvriers ont déclaré avoir accidentellement fait tomber le réservoir d'un chariot élévateur, endommageant la valve, ce qui a provoqué une fuite importante. L'enquête a rapidement établi que les propriétaires de l'entrepôt, George Wilson et Gerald Malachowski, ne disposaient pas des autorisations nécessaires pour stocker une telle quantité de propane. Il a été découvert qu'outre le réservoir principal à l'origine de la tragédie, d'autres réservoirs de propane de plus petite taille étaient également stockés dans l'entrepôt. Les dommages économiques causés par l'explosion ont été considérables. Selon les estimations, les dommages matériels se sont élevés à environ 5 millions de dollars, au prix de 1983. Le matériel d'incendie détruit a coûté 500 000 dollars supplémentaires à la ville. Ces pertes, ainsi que la mort de 5 pompiers expérimentés, ont considérablement affaibli les capacités des services d'incendie de Buffalo, qui ont mis des années à se rétablir. Les conséquences juridiques ne se sont pas fait attendre. Les propriétaires de l'entrepôt ont été accusés d'avoir enfreint les règles de stockage des substances dangereuses. George Wilson a été reconnu coupable et condamné à une amende de 1 000 dollars, à 3 ans de prison avec sursis et a versé 200 000 dollars à la ville de Buffalo à titre de dédommagement. Gerald Malachowski a été acquitté, ce qui a suscité l'indignation de nombreux habitants de la ville, en particulier du pompier survivant Gary McAndrews. Monsieur McAndrews, toujours dans un état grave et incapable de prononcer que quelques mots, a commenté l'acquittement de Monsieur Malachowski en ces termes. « Cet homme est libre. La prison ? Non. Une amende ? Non. » Son commentaire reflétait le mécontentement général face à la relative clémence de la peine infligée aux propriétaires, malgré la gravité de la tragédie. Les familles des pompiers décédés ont intenté un procès contre la ville de Buffalo, affirmant que le répartiteur qui avait reçu l'appel initial signalant une fuite de gaz avait fait preuve de négligence. Selon elle, compte tenu de la gravité de la situation, il aurait fallu évacuer le quartier plutôt que de rechercher la source de la fuite à l'intérieur du bâtiment. Cependant, le tribunal a rejeté ces accusations, estimant que le répartiteur avait agi conformément au protocole standard. Au total, 5,6 millions de dollars d'indemnités d'assurance ont été versés pour les 53 plaintes liées à l'explosion, dont 1,2 million de dollars à Gary McAndrews pour couvrir ses frais médicaux et à titre de dédommagement pour les blessures subies. Au début de l'année 1984, la plupart des maisons détruites par l'explosion avaient été déblayées, mais le site de la tragédie portait encore des cicatrices qui ne pouvaient pas guérir aussi rapidement que les blessures physiques. L'explosion de l'entrepôt de la Chimera Radiator Company, le 27 décembre 1983, a changé Buffalo à jamais. Bien que les traces matérielles de la catastrophe aient été effacées avec le temps, ces répercussions se font encore sentir aujourd'hui, plusieurs décennies après la tragédie. La tragédie a tout d'abord conduit à un durcissement des règles de stockage du propane et d'autres substances dangereuses à Buffalo. Les autorités municipales ont considérablement renforcé le contrôle du respect des licences et des permis et ont également introduit des restrictions plus strictes sur les quantités de propane pouvant être stockées à l'intérieur des bâtiments. Ces mesures étaient une réponse directe aux violations constatées au cours de l'enquête. L'explosion a contraint les services d'incendie de Buffalo et d'autres villes à revoir leur protocole d'intervention en cas de fuite de gaz. La formation des pompiers à la manipulation des gaz inflammables a été renforcée et des mesures de précaution supplémentaires ont été mises en place, telles que l'utilisation obligatoire d'analyseurs de gaz et une reconnaissance préalable avant d'entrer dans des bâtiments présentant un risque de fuite de gaz. L'accent a été mis sur la nécessité d'évacuer les lieux en cas de fuites importantes et non pas seulement sur la recherche de la source du problème. L'entrepôt de la Chimera Radiator Company n'a pas été reconstruit. Le site a été entièrement nettoyé après l'explosion et aujourd'hui, peu de choses rappellent la tragédie de 1983. Cependant, à l'angle sud-ouest du croisement entre North Division Street et Grosvenor Street, où se trouvait autrefois la borne d'incendie 191, un mémorial a été érigé à la mémoire des pompiers et des habitants qui ont perdu la vie. Ce mémorial est devenu le lieu de cérémonies commémoratives annuelles. Chaque année, le 27 décembre, à 20h23, heure à laquelle les pompiers sont arrivés sur les lieux de la future tragédie, les pompiers de Buffalo observent une minute de silence.
Ensuite, le signal 1-9-1 retentit en l'honneur des pompiers de l'ADER 5 qui ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions. Les familles aimées des victimes, les pompiers en activité et les habitants se rassemblent devant le mémorial pour déposer des fleurs et honorer la mémoire des victimes de l'explosion. La mémoire est la seule façon d'honorer les morts. Ces mots du commissaire des pompiers William Reynaldo sont devenus la devise des commémorations. Et Buffalo se souvient de ses héros. L'histoire de Gary McAndrews, un pompier qui a survécu à l'explosion, est devenue le symbole à la fois de la tragédie et de la résilience. Gravement blessé, il a lutté pendant de longues années pour retrouver la santé. Son chemin vers la guérison a été difficile, mais McAndrews est devenu un témoin vivant de cette nuit de décembre, préservant la mémoire de ses camarades disparus. L'histoire de Nicolas Catanzaro, fils du pompier décédé Michael Catanzaro, est tout aussi importante. Suivant les traces de son père, Nicolas est lui-même devenu pompier et participe activement aux commémorations. Ils sont des héros aux yeux de tous, dit-il à propos de son père et des autres pompiers décédés, maintenant ainsi le lien entre le passé et le présent. Pour les pompiers de Buffalo, le 27 décembre 1983 reste le jour le plus sombre de leur histoire. Les habitants de la région comparent souvent cette tragédie à un 11 septembre local compte tenu de son impact sur la conscience collective et les pompiers de la ville. Ces comparaisons soulignent l'ampleur de l'impact émotionnel que l'explosion a eu sur la communauté. Au fil des ans, certaines familles des victimes ont exprimé le souhait de réduire la publicité autour des commémorations afin de passer à autre chose. Il s'agit là d'une étape naturelle du processus de deuil. Cependant, la plupart des familles et le grand public soutiennent la tradition des cérémonies annuelles qu'ils considèrent comme un moyen important de préserver la mémoire de la tragédie et les leçons qu'elle a enseignées. Le site de l'explosion et ses environs ont été entièrement reconstruits. De nouveaux bâtiments ont remplacé ceux qui ont été détruits et visuellement, presque rien ne rappelle la catastrophe. Cependant, pour ceux qui connaissent l'histoire, ce coin de Buffalo restera à jamais le lieu où 7 personnes ont perdu la vie à cause de la négligence et du non-respect des règles de sécurité. Les médias contribuent également à perpétuer le souvenir de cet événement. Buffalo News et d'autres médias locaux publient régulièrement des articles sur la tragédie, en particulier à l'occasion des dates anniversaires comme le 35e, le 37e et le 40e anniversaire. Ces publications rappellent non seulement ce qui s'est passé, mais soulignent également les leçons de sécurité tirées de la catastrophe. L'explosion de Buffalo reste un exemple frappant de la façon dont des violations apparemment mineures des règles de sécurité peuvent avoir des conséquences catastrophiques. Cette histoire continue de servir d'avertissement et de rappel de la nécessité de respecter strictement les normes lors de la manipulation de substances dangereuses, en particulier dans les zones densément peuplées. L'histoire de l'explosion de Buffalo nous fait réfléchir à la fragilité de notre sécurité quotidienne. Combien d'entre nous ont des entrepôts, des stations-service et des sites industriels à proximité de leur domicile ? Leurs propriétaires respectent-ils toutes les règles de sécurité ou font-ils des économies sur les permis et le stockage correct des substances dangereuses ? Avez-vous déjà été témoin d'accidents industriels ou d'explosions ? Peut-être connaissez-vous des cas de non-respect des règles de sécurité dans des entreprises de votre ville ou vivez-vous à proximité d'un site qui vous inquiète ? Partagez vos histoires et vos observations dans les commentaires. Si vous avez trouvé cette histoire importante et instructive, n'hésitez pas à la liker. Cela aidera la vidéo à être recommandée et à rappeler à un plus grand nombre de personnes l'importance de la sécurité industrielle. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer de nouveaux documentaires sur les catastrophes qui ont changé le monde. Prenez soin de vous et de vos proches et à bientôt dans les prochains épisodes.